Bonjour à tous, je suis Stéphanie Masson, conseillère en entreprise à la MSA Grand Sud, et je suis accompagnée du docteur Dezin, médecin conseil. Nous allons aujourd'hui donc parler des arrêts de travail en faisant un petit état des lieux et actions préventives. Pour ça, donc, le but est donc d'accompagner vos salariés pour un maintien en bonne santé dans le travail. Voilà, donc vous pouvez vous poser vos questions dans le fil de discussion. C'est le petit point d'interrogation que vous avez en haut à droite. Et je mets à disposition aussi dans ce fil de discussion un questionnaire que je vous invite à compléter à la fin de la réunion. Vous pourrez retrouver le replay et le support de notre présentation d'aujourd'hui sur notre site employeur. Un conseiller en entreprise vous accompagne. Voilà, donc parlons du sommaire. Donc en premier. Donc, ce sommaire, il comprend quelques propos introductifs, une cartographie nationale, des leviers qui sont proposés aux assurés pour un maintien ou un retour en emploi. Et ensuite, nous répondrons à toutes vos questions tout au long de la réunion. Donc, je laisse la place au docteur Tozin pour vous parler en premier des quelques propos introductifs. Voilà, donc tout d'abord, bonjour. Au niveau introduction, je commencerai par un rappel de ce qu'est un arrêt de travail avec la définition du Conseil national de l'ordre des médecins. Donc l'indemnisation des arrêts de travail par les organismes d'assurance maladie et les assureurs se fait donc par le biais des indemnités journalières et des indemnités complémentaires. Et ces arrêts de travail reposent sur la constatation médicale de l'incapacité de travail effectuée par le médecin traitant. La prescription d'une période de repos notifiée est tout d'abord un acte thérapeutique destiné à un patient dont l'état de santé le requiert. Les arrêts de travail ont un impact important sur les dépenses d'assurance maladie. C'est 12 milliards d'euros pour les arrêts maladie et 4 milliards d'euros pour les accidents de travail ou maladies professionnelles. Ces dépenses sont en augmentation croissante. C'est plus de 56% d'augmentation entre 2017 et 2022. Et il y a plus de 8 800 000 arrêts maladie délivrés en 2022. Alors, quels sont les impacts? Les impacts, il y en a un que vous connaissez bien pour les entreprises, c'est la perte de productivité. Pour les salariés, c'est l'expression d'une gradation de santé. Et pour la société et l'assurance maladie, ce sont les dépenses qui commencent à devenir conséquentes. Voilà. Alors maintenant, quelques petits rappels. Donc en premier, je vous rappelle de bien dire à vos salariés de mettre à jour leur carte vitale régulièrement, notamment s'ils viennent d'adhérer à notre régime, afin que notamment tous les documents soient adressés à la bonne caisse, et notamment les arrêts maladie électroniques. Alors ensuite, quelles sont les obligations? Nous rappelons vraiment les délais et autres. Donc vis-à-vis de l'employeur, le salarié a 48 heures pour fournir le volet 3, qu'il s'agisse d'un arrêt de papier sécurisé ou électronique établi avec la carte vitale. Il ne doit pas oublier de l'adresser. S'il est hospitalisé, il doit penser aussi à fournir à son employeur le bulletin d'hospitalisation et l'en informer. Vis-à-vis du contrôle médical de la MSA, il a 48 heures pour adresser les volets 1 et 2 s'il s'agit d'un arrêt papier. Il ne doit pas adresser le volet 3, donc qui est à destination des employeurs, comme je viens de le dire. Il doit vérifier à ce que tous les éléments d'ordre médical soient portés par le médecin. Il doit respecter les horaires de sortie, se présenter aux convocations éventuelles du contrôle médical et s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin, qu'elle soit rémunérée ou non, c'est important. Ensuite, vis-à-vis du service administratif de la MSA, il doit également adresser le bulletin d'hospitalisation et ne pas, en retardant l'expédition des documents, se soustraire au possible contrôle de sa présence à domicile. Nous rappelons que des sanctions peuvent réduire ou supprimer le montant des indemnités journalières. La réception de l'arrêt de travail, notamment à l'issue de la date de la fin de la période d'arrêt, n'autorise pas le paiement des indemnités journalières. Ensuite, quels sont les délais de carence? Donc, en cas de maladie, tout arrêt initial supporte un délai de carence de 3 jours. En cas de prolongation, il n'y a pas de nouveau délai de carence. Si le salarié est arrêté pour une infection en rapport avec de la LED ou des soins continus de plus de 6 mois, le délai de carence ne s'appliquera alors que sur le premier arrêt initial sur une période globale de 3 ans. En cas de maternité, il n'y a pas de délai de carence pour le congé pathologique de 14 jours, ni le congé légal de maternité. Enfin, pour l'arrêt de travail ou l'accident de trajet, il n'y a pas de délai de carence.
Pour l'accident de travail ou l'accident de trajet, par contre, il n'y a pas de délai de carence et pour petite précision, le jour de l'accident est considéré comme un jour travaillé. Par contre, en tant qu'employeur, nous vous rappelons que même si l'arrêt de travail initial ne dépasse pas 3 jours, il est de votre responsabilité de faire quand même une DSN événementielle à notre organisme. Voilà. Ensuite, quelques petites actualités dont nous allons parler du nouveau CERFA sécurisé qui a été mis en place à compter du 1er juillet pour les arrêts prescrits à compter du 1er juillet avec une légère tolérance sur cette date. Ce document, il a été mis en place pour éviter les nombreuses fraudes qui existaient auparavant sur l'arrêt de travail format papier. Il est conçu pour être difficilement falsifiable. Il y a des éléments de sécurité particuliers. Voilà, il est là pour renforcer la sécurité. Pour le reconnaître, il contient un timbre holographique en haut au milieu, un peu comme sur les passeports. Voilà, donc je laisse la main maintenant au docteur Tauzen. Attendez, je regarde si nous avons des questions. Non, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, je vous laisse la main, docteur. Vous pouvez continuer sur la cartographie nationale des arrêts de travail. Voilà, donc je vais vous présenter une étude qui a été faite donc au niveau national à partir des salariés qui travaillent dans des établissements de moins de 50 salariés, donc on appelle les grands comptes. Et cette étude porte sur les arrêts de travail de l'année 2023, donc entre le 1er janvier et 31 décembre 2023. Et le suivi a été fait jusqu'au septembre 2024 pour travailler sur la durée de ces arrêts de travail. Donc après jointure et traitement des bases de données, ça concerne 4 223 employeurs et un peu plus de 722 000 salariés, dont les saisonniers. Parmi cette population donc de 722 000 salariés, il y en a 55 601 qui ont bénéficié d'au moins un arrêt de travail, soit en maladie, soit en accident de travail, maladie professionnelle. Il y a eu 75 973 arrêts de travail, donc il y a des salariés qui ont eu plusieurs arrêts de travail, 88% au titre de la maladie, et seuls sont comptabilisés les arrêts qui ont débuté en 2023, puis c'était le cadre de l'étude. Et ces arrêts ont généré une dépense de un peu plus de 128 millions d'euros qui ont été indemnisés par la MSA. Lorsqu'on creuse un peu et qu'on regarde par filière selon le code 9, la nomenclature des activités françaises, on voit que toutes les branches ne sont pas à égalité, si je peux dire. Prenons la première, l'agriculture, sylviculture, aquaculture. On voit que ça représente 31% des salariés de cette étude-là, mais simplement, si je peux dire, 21% des arrêts de travail et 26% des dépenses d'arrêt de travail. À l'opposé, je prends les lignes en dessous, qui est l'activité financière et les assurances. C'est les caisses régionales du Crédit Agricole, les chambres d'agriculture, la MSA, etc. C'est 20% des salariés, mais 25% des arrêts de travail et 21% des dépenses. Si on prend la dernière ligne autre, l'enseignement, les activités de loisirs, les activités juridiques et comptables, là on est, je dirais, à égalité, c'est 10% des salariés, 10% des arrêts de travail et 9% des montants versés au niveau de l'assurance maladie. Voilà. Donc on voit qu'il y a des branches où il y a quand même les salariés qui sont plus en arrêt de travail par rapport au poids qu'ils pèsent parmi ces 722 000 assurés, et d'autres à l'opposé, des branches où il y a beaucoup moins d'arrêt de travail que ce que l'on aurait pu s'attendre. Donc tout ça pour dire que comment proposer, quels sont les leviers que l'on peut proposer aux assurés pour un maintien ou un retour à l'emploi. Et c'est ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Et donc, on voulait vous présenter le parcours de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, au niveau de la MSA, on a mis en place, on s'est structuré pour travailler sur cet axe-là. Donc, tout d'abord, un petit rappel de définition. Donc, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est l'ensemble des dispositifs qui vont permettre d'éviter
qu'un travailleur se retrouve exclu durablement du monde du travail, ceci en raison d'un problème de santé, d'un handicap, que ce problème de santé ou ce handicap soit d'origine professionnelle ou pas. Le principe, c'est de faire en sorte que les gens puissent continuer à travailler et puissent continuer à produire dans les entreprises. Donc on distingue 4 stades. Le premier stade, c'est le tout début, le T0, c'est les actions de prévention ciblées. Donc là, on s'adresse en fait à... On est au stade où il ne se passe encore rien. C'est-à-dire les personnes n'ont pas de signes et c'est comment prévenir l'apparition de signes. Si je prends les troubles musculo-squelettiques, ben, on va avoir des travailleurs, des salariés qui se plaignent de rien, mais bon, comment prendre les bonnes habitudes, les bons gestes, les bonnes postures pour éviter qu'apparaissent des troubles musculo-squelettiques. Ensuite, le stade suivant, ben, c'est les premiers signaux qui sont individuels, premiers signaux d'alerte. Donc typiquement, si je reste sur les troubles musculo-squelettiques, ça va être le salarié qui va commencer à se plaindre de douleurs. Douleurs peut-être des épaules, des coudes, du dos. Et là, c'est ben, comment on peut faire pour stopper là le phénomène et éviter que ça n'évolue. Le stade suivant, ben, c'est le risque avéré de désinsertion professionnelle. Donc là, la problématique a évolué. Si je suis toujours avec les troubles musculo-squelettiques, ces troubles ont évolué. La personne commence à avoir de sérieux problèmes pour continuer son activité professionnelle. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la personne soit dans son emploi, soit dans un autre emploi. Et le quatrième stade, qui est le stade ultime, c'est que la situation est devenue complexe et il faut qu'on se mette à plusieurs autour de la table, si je peux dire, pour essayer de trouver des solutions. Et donc, on a monté une cellule pluridisciplinaire qui comprend différents services de la MSA, donc la médecine du travail avec la prévention des risques professionnels, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, et il y a également Cap Emploi, qui est un organisme national avec une structure départementale pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et donc, nous nous mettons tous autour de la table, bien sûr avec l'accord du salarié et après avoir échangé avec lui, pour voir les possibilités qu'il y a. Et cette cellule, tout au moins le référent de la cellule, peut être amené à revenir vers vous, employeur, pour voir avec vous ce qu'il est possible de faire pour un salarié donné, toujours avec l'accord du salarié, puisque nous sommes soumis au secret professionnel au sein de cette cellule. Donc, secret médical pour les médecins et secret professionnel pour les non-médecins. Voilà, donc comme vient de le dire mon collègue, donc bon, il vient déjà de le dire, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a donc un projet d'accompagnement commun, pluridisciplinaire, avec des participations communes et donc un référent qui peut être nommé pour des situations complexes particulières. Voilà. Donc, passons sur quelques chiffres. Donc, l'accompagnement, on a une étude entre 2022 et 2023. Il y a eu une hausse de 36% de ces accompagnements, par exemple, et qui continue, je pense, docteur, à évoluer. Cet accompagnement, c'est souvent, donc on a fait une petite requête, c'est souvent des hommes entre 40 et 50 ans qui ont un niveau d'études CAP, BEP, en CDI, qui sont en arrêt maladie et souvent de plus de 3 mois. Donc, c'est des personnes voilà, qui sont arrêtées depuis un certain temps et qui nécessitent, dans des cas particuliers, un accompagnement plus poussé. Voilà, donc je repasse la main à mon collègue pour parler du service du contrôle médical et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, donc que fait-on dans un contrôle médical sur cette problématique de désinsertion professionnelle? Donc tout d'abord, le contrôle médical, c'est composé de médecins conseils. Parfois, il y a des infirmiers. Et on travaille en étroite collaboration avec les autres services de la Caisse, que ce soit la médecine du travail, donc santé et sécurité au travail, qui regroupe la médecine du travail et la prévention des risques professionnels, et les travailleurs sociaux dans le service d'action sanitaire et sociale, soit à travers d'actions de prévention en participant aux actions collectives internes en direction des adhérents, ou alors on participe à titre individuel lorsque l'on voit les assurés lors de convocations. Donc on voit aussi bien les salariés agricoles que les non-salariés agricoles.
Et on les voit soit dans le cadre d'arrêt de travail parce qu'ils perçoivent des indemnités journalières et on est là pour évaluer la justification médicale de l'arrêt, ou on peut les voir aussi dans le cadre d'autres demandes de prestations en dehors d'une situation d'arrêt de travail. Donc, avec qui échange-t-on et comment travaille-t-on? Donc, on échange avec les médecins qui prennent en charge les assurés, que ce soit le médecin traitant ou le médecin spécialiste. On est amené à donner des avis sur les reprises en temps partiel thérapeutique. Donc, vous, en tant qu'employeur, il faut également votre accord. Il faut qu'il y ait l'accord du médecin traitant, il faut qu'il y ait l'accord de l'employeur, et puis il faut qu'il y ait l'accord du contrôle médical et du médecin du travail. On décide aussi de la stabilisation de l'état de santé de la personne. Donc, lorsqu'on est en arrêt maladie, la stabilisation peut ouvrir la porte à une invalidité si le handicap est important. Sur un accident de travail ou une maladie professionnelle, la stabilisation va clôturer l'épisode de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle avec ce qu'on appelle soit la consolidation, soit la guérison. Donc guérison, c'est que la personne est revenue dans le même état de santé qu'avant l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Consolidation, c'est qu'il reste des séquelles que l'on sera amené à évaluer. Donc c'est la ligne en dessous. Donc on décide de l'attribution d'une pension d'invalidité où on évalue le taux d'incapacité à la stabilisation de l'état de santé de la personne. Tout cela, on le fait en lien avec le médecin du travail, le travailleur social et les parties prenantes qui peuvent être Cap Emploi, qui peuvent être l'employeur. On oriente et on participe à la cellule pluridisciplinaire dans le respect du secret médical pour les situations complexes. Donc quand on dit qu'on oriente, c'est qu'on va voir les assurés pendant leur arrêt de travail et en échangeant avec eux et en voyant leurs problèmes de santé, on va s'apercevoir que ça peut être un peu compliqué, le retour à l'emploi risque d'être un peu difficile. Et à ce moment-là, lorsque la situation est complexe, eh ben, on va proposer à l'assuré de l'intégrer dans cette cellule pluridisciplinaire. Donc, on est amené à lui expliquer et on demande le consentement donc, de la personne qui est un consentement écrit qu'il peut retirer à tout moment, il est tout à fait libre, pour intégrer cette cellule pluridisciplinaire et être accompagné. Lorsque la situation est moins complexe, on peut s'adresser directement au médecin du travail pour demander de voir l'assuré en visite de pré-reprise. Donc c'est une visite du médecin du travail pendant l'arrêt de travail et ça permet d'anticiper la reprise de la personne et le médecin du travail sera amené éventuellement à prendre contact avec vous en tant qu'employeur pour la reprise du travail d'un salarié pour préparer cette reprise. Et d'autre part, donc on s'assure que la durée de l'action de remobilisation s'inscrive dans la durée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant l'arrêt de travail, le salarié pourra être amené à faire certaines actions de remise à niveau professionnelle, certaines formations, pour se préparer à la reprise soit de son travail, soit de notre travail. Mais il ne faut pas que ces actions allongent inutilement l'arrêt de travail. C'est-à-dire la durée de travail, elle est motivée par l'état de santé du salarié et non pas par les formations nécessaires pour se maintenir dans un travail quel qu'il soit. Nous avons certains axes de travail, c'est ce qu'on appelle les axes socles de notre fonctionnement. Donc, nous voyons tous les arrêts maladie de moins de 2 mois. Ils sont passés par les services administratifs pour qu'on puisse se positionner. Lorsque le médecin conseil voit un dossier d'assurance, enfin un dossier de personnes en arrêt maladie, en fonction de la maladie et en fonction des éléments que l'on peut avoir, on va dire, on va justifier l'arrêt de travail pour une certaine période et on va demander au service administratif qui nous repasse le dossier de cet assuré à une certaine échéance pour se repositionner. Donc ça, c'est la deuxième ligne, tous les arrêts maladie qui atteignent l'échéance préalablement fixée par le médecin conseil. Et puis, lorsqu'on arrive en fin de droit d'indemnité journalière, notamment pour les 3 ans d'arrêt maladie, on est amené à voir les personnes pour une éventuelle invalidité par la suite. On a aussi d'autres actions plus ciblées. Donc, on a une action sur les arrêts de travail répétitifs. Donc tous les mois, on a une requête qui tourne qui nous
identifient les personnes qui ont eu plusieurs arrêts dans un temps court. Hein. Donc, quand je dis plusieurs arrêts, c'est toujours des arrêts indemnisés, c'est-à-dire de minimum de 4 jours. Et donc, ça nous permet, en fonction des motifs médicaux de ces avis d'arrêt de travail, de détecter les premiers signaux des situations qui vont pouvoir nous faire évoquer une problématique de maintien en emploi à venir. Ça peut être un élément de repérage. Alors, ce qu'on observe, par exemple, si je reste sur les troubles musculo-squelettiques, on va avoir des gens qui vont s'arrêter pour la même pathologie. On va avoir des petits arrêts courts d'une semaine ou de 2 semaines pour des lombalgies, pour des problèmes d'épaule. Et puis, bon, la personne reprend le travail et puis on voit comment après on a un nouvel arrêt, etc. Et donc, voilà, c'est des signaux qui nous font dire que la situation elle est en train de se dégrader et qu'il faut peut-être agir et pas attendre qu'on se retrouve avec un arrêt de plusieurs mois. À l'opposé, ces petits arrêts, ce suivi des petits arrêts peut aussi nous permettre d'identifier des personnes qui sont dans une situation d'utilisation abusive des arrêts de travail de par leur répétition et qui abusent un peu du système. Donc ces assurés-là, on peut les mettre sous surveillance, comme on dit, et donc dès qu'il y aura un nouvel arrêt de travail, le paiement ne se fera qu'après accord du médecin conseil. Et le troisième axe de cette approche, c'est aussi de maîtriser les dépenses d'indemnité journalière sur les différents risques, soit le risque maladie, soit le risque accident de travail maladie professionnelle, donc en repérant ces situations potentiellement abusives de façon à induire un changement de comportement chez les assurés concernés par ces arrêts de travail. Je vous ai parlé des troubles musculo-squelettiques et donc on a aussi une approche par pathologie. Et donc, on scrute les arrêts de travail en lien avec une pathologie lombaire mécanique, hein, les lombalgies classiquement, ou lombosciatique, hein, que ce soit en législation maladie ou accident de travail. Et donc, ces pathologies lombaires ont un poids économique important avec un retentissement socio-professionnel qui peut être majeur et qui peut conduire à du handicap ou à une inaptitude au travail. Pour information, la bouffée aiguë de lombalgie, c'est le deuxième motif de recours au médecin traitant. C'est 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois et c'est la première cause d'exclusion du travail avant 45 ans. D'autres axes sur lesquels nous sommes vigilants, c'est les arrêts qui arrivent à 12 mois. 12 mois d'arrêt de travail, aussi bien en législation maladie qu'accident de travail maladie professionnelle. Toujours pour le poids économique que ça représente, mais c'est aussi des assurés qui sont le plus à risque de désinsertion socio-professionnelle. Plus l'arrêt de travail est long, plus le risque que les gens ne reprennent jamais le travail est important. Il y a des périodes charnières sur lesquelles il faut être vigilant, et là, ça en est une. Le troisième axe, ça concerne la santé mentale, et c'est quelque chose, les arrêts de travail pour ces motifs-là sont en nette augmentation, surtout depuis le Covid 2020. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 4 sera touchée à un moment de sa vie pour un trouble psychique. Les troubles psychiques comptant parmi les causes principales de morbidité et de mortalité, de maladie, de décès. Au régime agricole, en 2022, la prévalence de l'ALD 23, donc ça c'est très technique, l'ALD, donc ALD c'est les affections de longue durée, hein, c'est l'exonération du ticket modérateur dans ce cadre-là, et le 23 c'est toutes les maladies qui concernent la santé mentale, et donc on est à 20 pour 1000, et c'est au 5e rang derrière le diabète, l'insuffisance cardiaque, les cancers et la maladie coronaire. Donc on a 2% en fait de personnes assurées au régime agricole qui sont reconnues en affection de longue durée pour une maladie psychique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas pour l'instant. Si vous avez des questions sur les sujets que nous venons d'aborder, nous les attendons. Sinon, nous continuons. Alors, ensuite, donc, nous allons parler du service santé-sécurité au travail et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, ces services ont un cadre réglementaire. Ils ont pour mission d'éviter toute altération toujours de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et il y a des objectifs de santé publique à préserver.
au cours de la vie professionnelle, il faut toujours que l'état de santé du travailleur soit compatible avec son maintien en emploi. Tout ça a un cadre, donc je disais réglementaire. C'est une loi du 2 août 2021 qui fixe les orientations et le rôle de ces services-là, qui a été renforcé par un décret de 2024. Donc vous avez tout le détail sur cette diapositive. Ensuite, les services de santé-sécurité au travail, le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle sont également au cœur de l'activité des services santé-sécurité au travail. Donc, comme on l'a dit un peu précédemment, le médecin du travail, en lien avec les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire de santé du travail, participe notamment à l'adaptation de postes, des techniques et des rythmes de travail, à la santé publique, toujours en vue de préserver le maintien dans l'emploi de ses salariés. Il conseille l'employeur au service de la prévention et du maintien de l'emploi des travailleurs. Donc, ça peut être un aménagement de poste, que ce soit en temps ou en technique. C'est des rendez-vous, des visites de pré-reprise, des visites de reprise, des visites de mi-carrière ou des visites qui peuvent être faites à la demande. Et tout ça est régi par une certification, le processus de certification AFNOR et l'agrément. Donc, c'est vraiment très encadré au niveau de notre organisme et c'est tout à fait normal. Je vais revenir un peu sur la visite de pré-reprise, qui est un élément important. Donc, c'est une visite qui est faite par le médecin du travail pendant l'arrêt de travail et qui permet de préparer le retour au travail. Donc, c'est une visite que vous, employeur, vous ne pouvez pas demander. Par contre, vous pouvez en parler à vos salariés. Donc, cette visite de pré-reprise, elle peut être demandée bien sûr par le salarié, par son médecin traitant, par le médecin conseil, ou elle peut être provoquée par le médecin du travail. Mais vous pouvez avoir un rôle de conseiller auprès de vos salariés quand vous voyez qu'il y a un problème, qu'ils sont en arrêt, que vous sentez que ça va être compliqué la reprise à cause de leurs problèmes de santé. Vous pouvez leur conseiller de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail pour cette visite de pré-reprise, afin d'anticiper les choses. Parce que c'est beaucoup plus simple quand on prépare le retour à l'emploi pendant la période d'arrêt de travail, plutôt que vous, quand vous avez le salarié qui revient au travail, là, et puis et vous dites, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Est-ce qu'il peut refaire les mêmes choses qu'avant? Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus simple quand c'est préparé. Donc, pensez-y, voilà, si vous pouvez conseiller ça à vos salariés. Ensuite, on était sur oui, les circuits de signalement, donc les fautes et les abus. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la surveillance des arrêts répétitifs pour essayer de détecter les personnes qui pourraient abuser du système des arrêts de travail. Vous pouvez être aussi témoin de certaines fautes ou abus et vous pouvez être amené à nous faire des signalements dans ce cadre-là. Et donc, que se passe-t-il quand vous faites un signalement à la caisse? Alors, il y a deux cadres, il y a deux axes. Soit c'est un signalement qui est plutôt à visée administratif, soit plutôt pour un motif médical. Et donc, l'orientation sera différente suivant la situation. Donc, si c'est plutôt votre signalement, il est plutôt à caractère administratif, c'est le service administratif qui paye les indemnités journalières qui sera saisi de votre signalement, qui analysera votre demande et qui pourra prendre les mesures nécessaires et notamment qui peut orienter vers un contrôle administratif si nécessaire. Si par contre votre signalement, il concerne plutôt un motif médical, donc votre signalement arrivera au service du contrôle médical. Votre signalement sera soumis au médecin conseil qui prendra connaissance de vos remarques, qui regardera les éléments médicaux que l'on a concernant la personne pour laquelle vous signalez un abus et qui pourra, si nécessaire, convoquer la personne. Par contre, on ne sera pas en mesure de vous faire un retour sur nos conclusions puisque nous sommes soumis au secret médical et que nous ne pouvons vous communiquer aucune information médicale, aussi minime soit-elle, si je peux dire, en tant qu'employeur. Et ensuite, lorsqu'il y a maintien de salaire, il faut savoir que vous pouvez diligenter une contre-visite médicale. Et donc, c'est un décret de 2024. Et donc, vous pouvez mandater une expertise, donc c'est à vos frais,
et ça se fait auprès de médecins privés. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois que pour l'instant, nous n'en avons pas eu du tout. Donc, tout est peut-être clair. Écoutez, voilà, nous arrivons à la fin de cette réunion. Nous vous remercions d'y avoir participé. Je vous rappelle que dans le fil de discussion, vous avez un questionnaire de satisfaction. Donc, je compte sur vous pour le compléter afin qu'on ait votre ressenti et que nous sachions les prochaines informations sur lesquelles vous aimeriez que nous intervenions. Et je vous rappelle également que donc, toute cette vidéo et son support seront mis sur notre site très prochainement dans l'onglet employeur, excusez-moi, un conseiller en entreprise vous accompagne. Bon, écoutez, je vous remercie encore de votre participation. Je remercie le docteur Tauzin qui vous remercie également et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.